Alors, bonjour à tous. Nous reprenons les réflexions de Pascal là où on les avait laissées la dernière fois, à savoir sur la question de l'indétermination de la justice. Pour Pascal, donc, ne notez rien pour le moment, mais pour Pascal, on ne peut pas savoir ce que c'est que la justice. Pascal est un chrétien, un catholique, un janséniste. Donc c'est une certaine variante du catholicisme qui est très 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 pieuse. Et Pascal va considérer que à partir du moment de la chute, c'est-à-dire à partir du moment où Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, on ne peut plus savoir, Robin, on ne peut plus savoir ce qu'est naturellement la justice. En fait, ah non, faut que je garde ces petits moments de convivialité. Euh, le, euh, le problème, c'est que même si on avait su ce qu'était naturellement que la justice à l'origine de l'humanité, maintenant les cultures se sont tellement différenciées qu'on pourrait dire que chaque époque de justice, chaque culture, chaque société a sa conception de la justice. Pascal va dire dans une de ses pensées que tout a eu sa place sous le règne du juste, que le viol, l'inceste, tous les crimes les plus abominables ont été considérés comme justes par certaines sociétés et à certaines époques. Et donc on ne peut pas savoir avec certitude ce que c'est que la justice, puisque chaque époque se fait sa propre conception de la justice, et surtout, et c'est ce que va dire Pascal, la justice, ce n'est que la coutume, au fond. Oui, Antoine. C'est le fait de coucher avec sa sœur, avec sa mère, avec son père, bref, avec un membre proche de sa famille. Je ne vous le recommande pas. Oui, c'est un conseil conforme aux valeurs de la République. Donc, à quoi pense-t-il probablement? À quoi pense Pascal quand il dit que l'inceste a été considéré comme juste? Et on pourrait même dire à une forme supérieure du juste. Vous savez que les dynasties pharaoniques étaient fondées sur le d'Isis et d'Osiris. Isis et Osiris étaient à la fois frères et sœurs et mari et femme. Et on considérait que le pharaon et la pharaonne, si je puis dire, le roi et la reine d'Égypte étaient Isis et Osiris vivants. Et donc il fallait qu'ils soient frères et sœurs. Tout ça n'a pas donné des dynasties qui finissaient en grande forme physique après 3 ou 4 générations d'enfants incestueux, évidemment. Ça faisait des dégénérés. Alors, donc Pascal va simplement considérer que la justice, c'est la coutume. Au fond, seule la coutume mérite d'être suivie. Mais ce que je voudrais vous montrer juste après avoir fait une petite synthèse, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça, que Pascal va avoir une conception substantielle de la justice. Alors, petite synthèse sur ce que je viens de dire. Ouais. Euh, pour Pascal, Robin, on se réveille, allez. Oui. Et vous avez le front rouge là. Donc Pascal considère que l'être humain est incapable de savoir ce qu'est naturellement que la justice. L'être humain est incapable de savoir naturellement ce qu'est la justice.
naturellement. Il est incapable de savoir naturellement ce qu'est la justice. S'il y avait une norme naturelle, une règle naturelle du juste, elle serait universellement reconnaissable. Elle serait universellement reconnaissable. Or, chaque époque, chaque société se sont fait leur propre conception du juste. Chaque époque, chaque société se sont fait leur propre conception du juste. Alors, cela signifie que les cultures humaines se sont tellement différenciées les cultures humaines se sont tellement différenciées que même si on avait su à l'origine ce que c'est que la justice, même si on avait su à l'origine ce que c'est que la justice, on serait incapable de le savoir aujourd'hui. De savoir ce que c'est que la justice aujourd'hui. On serait incapable de le savoir aujourd'hui. Alors simplement, Pascal va avoir une conception très précise de ce que c'est que la tyrannie. Et ça, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Il va avoir une conception assez intéressante. Ça donnait lieu à des dérapages incontrôlables avec vos camarades de STI de D1 ou 2. Vous êtes les deux ou vous êtes les 1? J'ai les 1 aussi. Eh ben, eh bien, écoutez, ils sont pas si antipathiques que ça, vos camarades. C'est une autre classe, d'accord. Ok. Euh, alors, euh, comment est-ce que Pascal va concevoir la tyrannie? Pascal va concevoir la tyrannie de la manière suivante. Il va dire, c'est la confusion des genres, c'est la confusion des domaines, c'est la confusion de ce que Pascal appelle un ordre. Je lis le texte et je l'explique. La tyrannie consiste au désir de domination universelle et hors de son cadre. Diverses chambres de forts, de beaux, de bons esprits, de pieux, dont chacun règne chez soi, non ailleurs, et quelquefois ils se rencontrent. Et le fort et le beau se battent sottement à qui sera le maître l'un de l'autre, car leur maîtrise est de divers genres. Ils ne s'entendent pas, et leur faute est de vouloir régner partout.
Rien ne le peut, non pas même la force. Elle ne fait rien au royaume des savants. Elle n'est extérieure. Ainsi ses discours sont faux et tyranniques. Je suis beau, donc on doit me craindre. Je suis fort, donc on doit m'aimer. La tyrannie est de vouloir avoir par une voie ce qu'on ne peut avoir que par une autre. On rend différents devoirs aux différents mérites. Devoir d'amour à l'agrément, autrement dit à la beauté, devoir de crainte à la force, devoir de créance à la science. On doit rendre ces devoirs-là, on est injuste d'en demander d'autres. Que dit Pascal ici? Pascal va dire chaque qualité humaine correspond à un domaine. Et chacune de ces qualités mérite un respect d'un ordre différent, d'un type différent. Par exemple, la beauté mérite l'amour. Euh, le, euh, la charité mérite un respect spirituel. Le savoir mérite un respect intellectuel. Et la force mérite un respect craintif. Autrement dit, celui qui est fort et qui cherche à être aimé en disant qu'il est fort est tyrannique. Celui qui est beau et qui cherche à être respecté intellectuellement en disant qu'il est beau, il est tyrannique. Chaque domaine, d'une certaine manière, mérite un type de respect, mais chacun dans son ordre. Chacun dans son ordre. Est-ce que c'est bien compris ça? Ok. Oui, quoi qu'on soit. Alors on peut utiliser le concept de puissance, mais à mon avis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est surtout que Pascal dit on doit des différents types d'égards à des qualités différentes, profondément distinctes, qui ne sont pas du même ordre. Okay. Quelqu'un qui, on va prendre un exemple qui est flagrant en fait, et qui a fait beaucoup réfléchir vos camarades. Quelqu'un qui est fort et qui dit qu'il doit être aimé parce qu'il est fort, est-ce qu'il sera véritablement aimé? Parce qu'il sera? Oui, mais est-ce qu'on aime la force? Est-ce que la force est faite pour être aimée? Elle est faite pour être crainte. La force impose un certain type de respect. Ce respect, c'est la... Et imaginons, je ne sais pas moi, enfin on n'a pas vraiment besoin de l'imaginer parce que c'est quand même des choses qui arrivent encore fréquemment dans l'histoire. Euh, Imaginons qu'on force une conversion religieuse. Okay. Imaginons qu'on contraigne quelqu'un par la force, et donc par la crainte, à se convertir à une autre religion que la sienne. Est-ce que c'est une conversion sincère? Est-ce que adore un autre Dieu sinon je te flingue, c'est une bonne manière de convertir? Non. Autrement dit, lorsque on est tyrannique, en réalité, on n'est pas plus fort, on n'est pas plus puissant, au contraire, on est impuissant à parvenir à ses fins. On cherche à, c'est ce que dit Pascal, on cherche à parvenir à ses fins par une autre voie que celle par laquelle on parviendrait vraiment à sa fin. Et cela, d'une certaine manière, c'est assez flagrant de le constater dans les États totalitaires. Est-ce que un État a pour vocation, est-ce qu'un chef d'État a pour vocation d'être aimé? Non, il a pour vocation d'être craint, en fait, d'être respecté par sa force, pour sa force. Euh, qu'il soit beau nous importe peu, si vous voulez. On n'est pas au Canada avec Justin Trudeau, si vous voulez. On ne demande pas à un chef de l'État d'être un magasin, pardon, d'être un mannequin du catalogue des Trois Suisses. C'est pas franchement le but, si vous voulez. On lui demande pas non plus d'être laid. Simplement, on lui demande d'être fort. C'est ça qui fait respecter un chef de l'État.
c'est ça qui fait respecter un chef de manière générale, ce n'est pas sa charité, ce n'est pas sa beauté, ce n'est même pas son savoir. Ok. Euh, on peut considérer que ce sont d'autres vertus qu'il faut à ce moment-là. Ça sera de l'autorité intellectuelle, ça sera de l'amour, ça sera une sorte d'amitié spirituelle qu'on peut avoir pour les gens qui sont beaux, qui sont savants, charitables. La justice, c'est donc le respect des ordres. La justice, c'est donc le respect des ordres. Alors, petite synthèse sur ce qu'on vient de voir. En réalité, Pascal a une conception substantielle de la justice. Si. Petite synthèse. En réalité, Pascal a une conception substantielle de la justice. On peut le comprendre à partir de son concept de tyrannie. On peut le comprendre à partir de son concept de tyrannie. Tyrannie TY et 2 N. La tyrannie est une confusion des ordres. La tyrannie est une confusion des ordres. Alors, c'est bon pour tout le monde? Ok. Comme son nom l'indique, un ordre est un domaine dans lequel des éléments peuvent être hiérarchisés, peuvent être mis en ordre. Un ordre est un domaine dans lequel des éléments peuvent être hiérarchisés. Hiérarchisé, H-I-E-R-A, hiéra, R, C-H-I-S-E, accent aigu, S. Par exemple, dans l'ordre de la force, il y a des états ou des individus plus ou moins forts. Et c'est la même chose dans le domaine du savoir ou de la beauté. Oui. Dans le domaine de la force, il y a des individus plus ou moins forts. Dans l'ordre de la force, il y a des individus plus ou moins forts. Et c'est la même chose, c'est pareil, dans le domaine de la science, du savoir, hein, et de la beauté.
Et la tyrannie est la volonté de classer des éléments qui appartiennent à un ordre différent. La tyrannie est la volonté de classer des éléments qui appartiennent à un ordre différent. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que, je cite, « Je suis beau, donc on doit me craindre ». Je suis fort, donc on doit m'aimer, sont des discours tyranniques. Je suis beau, donc on doit me craindre. Je suis fort, donc on doit m'aimer. Je suis beau, donc on doit me craindre. Je suis fort, on doit m'aimer, sont des discours tyranniques. Non, c'est pareil. Oui, ça, c'est des discours qui sont dans l'ordre. Dans leur ordre. Les discours du type « je suis beau, donc on doit me craindre, je suis fort, donc on doit m'aimer », ce sont des discours tyranniques parce qu'il y a confusion précisément entre les ordres. L'ordre de la beauté, c'est l'amour, l'ordre de la force, c'est la crainte. Donc la justice, c'est le respect des ordres. C'est le respect des ordres. C'est le respect des ordres. C'est ça la justice. Alors j'ai eu des discussions mouvementées dans ma carrière pour savoir comment il convenait de régler certains problèmes de délinquance. Et il m'expliquait que il fallait que les petits délinquants aiment la République. Et je leur disais non, confusion des ordres. Il faut qu'ils la craignent. Okay. Et en fait, c'est fait. Un État, c'est fait pour être craint. C'est pas fait pour être aimé. On peut aimer sa patrie, mais la police nationale, si vous voulez, elle n'est pas faite pour être aimée. Clairement pas. C'est pas sa fonction. Et exiger d'elle qu'elle sorte de sa fonction, c'est tyrannique. C'est aussi simple que ça. Oh, vous savez, toutes les populations ont à peu près les mêmes griefs contre leur police. Mais en fait, à tort, à tort, on n'a pas à être aimé quand on doit être craint. Alors, grand 2, on prend de l'avance. Peut-il y avoir une justice sans loi? Peut-il y avoir une justice sans loi? Qui a vu le Seigneur des Anneaux? Qui a entendu parler du Seigneur des Anneaux? Ok, tout le monde à peu près. Vous l'avez même lu? Bah, c'est pas mal. Peut-il y avoir une justice sans loi? Oui, c'est ce que vous pensez? Ah, d'accord. Alors, il y a deux personnages en fait qui sont. Enfin, il y a trois personnages qui vont porter l'anneau de pouvoir dans Le Seigneur des Anneaux. Vous avez Gollum,
on va dire, c'est le détenteur originel à partir du Hobbit. Vous avez Bilbo et vous avez Frodon. Bilbon et Frodon. Ce qui est intéressant, c'est que Gollum, c'est un personnage qui est un hobbit à l'origine, qui s'appelle Sméagol, et c'est un homme qui est profondément mauvais. Okay. Mais Bilbo, et plus encore peut-être son neveu Frodon, sont des hommes qui sont bons. C'est-à-dire que moralement, ils sont droits, ils sont irréprochables, ils sont gentils, ils sont généreux. On pourrait même dire que ce sont les meilleurs des hommes. Et ce qui est intéressant d'observer dans Le Seigneur des Anneaux, c'est que en fait, le pouvoir de l'anneau a tendance, même Frodon, a tendance à les pervertir, a tendance à les rendre obsessionnels, égoïstes, méchants, injustes, etc., etc. Alors, on va lire un texte de Platon qui est peut-être l'une des inspirations de Tolkien pour Le Seigneur des Anneaux, pour Bilbo aussi, pour le Hobbit, pardon. Et vous allez voir, c'est assez intéressant parce que ça illustre parfaitement la thèse d'un des personnages de la République de Platon, qui est Glaucon. Une remarque avant ça. Platon, c'est un auteur, c'est un philosophe, mais c'est aussi un écrivain, un vrai écrivain, un véritable écrivain. C'est un auteur qui ne va publier, en tout cas de ce qu'on sait, de ce qu'on a pu retrouver, que des dialogues. Et en particulier, qui dit dialogue, dit personnage. Le fait d'écrire des dialogues en philosophie, ça permet de présenter des thèses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Autrement dit, quand vous lisez un texte de Platon, si jamais il y a une épreuve finale au baccalauréat et que c'est un texte de Platon, il faut faire gaffe. Parce que qui parle? Ça peut être un personnage qui n'est pas d'accord avec Platon et qui s'exprime dans un dialogue de Platon. Il faut faire attention à ça. Ici, c'est le cas. C'est-à-dire que le personnage qui va prononcer ce discours que je vais vous lire s'appelle Glaucon. Et Glaucon, dont on va expliquer qu'il porte bien son nom, Glaucon est un adversaire de Socrate dans le dialogue. Vous aviez une question? Ah oui, bien sûr, il va y avoir des oppositions parfois mordantes entre souvent, pas toujours, mais souvent le personnage qui incarne le point de vue de Platon, c'est le personnage de Socrate. Mais c'est pas toujours là, c'est le cas. C'est Socrate qui est le porte-parole de Platon, et Glaucon va être un des adversaires de Socrate, et donc de Platon. Alors, je lis le texte et je m'arrête pour le commenter. Les hommes prétendent que par nature, il est bon de commettre l'injustice, et mauvais de la souffrir, mais qu'il y a plus de mal à la souffrir que de bien à la commettre. Autrement dit, que dit Glaucon, spontanément, ce qu'on voudrait faire si on nous laissait faire, c'est commettre des injustices sans être pris. Ce qui est mauvais, c'est de subir l'injustice sans pouvoir se venger. Mais on préfère ne pas subir l'injustice plutôt que de pouvoir la commettre. Okay, on considère qu'il y a plus de mal à subir l'injustice qu'il y a de bien à pouvoir la commettre. Ok, il y a un bien qui est de pouvoir commettre l'injustice sans être pris, sans se faire choper. Okay, et il y a un mal qui est de subir l'injustice sans pouvoir se venger. Et Platon va dire, enfin Glaucon va dire, en fait, entre les deux, le mal l'emporte. C'est-à-dire que subir l'injustice sans pouvoir se venger, c'est un plus grand mal que
de pouvoir, que le fait de pouvoir commettre l'injustice sans se venger est un bien. En gros, non, 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 on préfère ne pas subir l'injustice, voilà, que de pouvoir commettre l'injustice. Ok. Alors, aussi, je poursuis la lecture du texte. Lorsque mutuellement ils la commettent et la subissent, et qu'ils goûtent aux deux états, ceux qui ne peuvent point éviter l'un ni choisir l'autre estiment utile de s'entendre pour ne plus commettre ni subir l'injustice. De là prirent naissance les lois et les conventions, et l'on appela ce que prescrivait la loi légitime et juste. Autrement dit, quand on n'a pas le choix, on préfère, au fond, ne pas subir l'injustice, commettre l'injustice. Voilà l'origine et l'essence de la justice. Elle tient dans le milieu, entre le plus grand bien, comme commettre impunément l'injustice, et le plus grand mal, la subir quand on est incapable de se venger. Entre ces deux extrêmes, la justice est aimée, j'en peux plus du masque, non comme un bien en soi, mais parce que l'impuissance de commettre l'injustice lui donne un prix. En effet, celui qui peut pratiquer cette dernière ne s'entendra jamais avec personne pour s'abstenir de la commettre ou de la subir, car il serait fou. Autrement dit, si jamais on avait le pouvoir d'être injuste sans en souffrir les conséquences, on serait fou de vouloir suivre les lois volontairement. Okay. C'est tout l'intérêt de cet anneau qui permet de devenir invisible. Que feriez-vous si vous aviez le pouvoir de devenir invisible? Alors, dans l'autre STI, c'est évidemment aller dans le vestiaire des filles. Voilà, vous allez dans une banque pour voler de l'argent ou des tableaux ou ce que vous voulez. Autrement dit, on ne voit pas tellement l'utilité de ne pas se servir d'un pouvoir qui permettrait de violer la loi en toute impunité si on ne s'en sert pas. Telle est donc, Socrate, la nature de la justice, et telle son origine selon l'opinion commune. Okay. Autrement dit, l'hypothèse d'un super-héros, elle est très hasardeuse. Si on a des super-pouvoirs, on a tendance à les utiliser, non pas pour faire le bien, non pas pour être juste, mais pour pouvoir commettre des injustices sans être pris. Alors, je poursuis la lecture du texte. Ça sonne à quelle heure? 11h10. Je m'arrête à 11h05 parce qu'on change je change de salle. Et il y a un collègue, et il faut absolument que j'enregistre la vidéo avant de me faire virer de ma salle. Maintenant que ceux qui la pratiquent et agissent par impuissance de commettre l'injustice, c'est ce que nous sentirons particulièrement si nous faisons la supposition suivante. Donnons licence au juste et à l'injuste de faire ce qu'ils veulent. Suivons-les et regardons où l'un et l'autre les mène le désir. Que serait-il passé si Bilbo avait gardé l'anneau? Il serait devenu comme Gollum, et pareil pour Frodon. Nous prendrons le juste en flagrant délit de poursuivre le même but que l'injuste, toujours poussé par le besoin de l'emporter sur les autres. C'est ce que recherche toute nature comme un bien, mais que par loi et par force, on ramène au respect de l'égalité. La licence dont je parle serait surtout significative s'il recevait ce pouvoir que jadis, dit-on, l'ancêtre de Gygès le Lydien. Cet homme était berger au service du roi qui gouvernait alors la Lydie. La Lydie est une région de Grèce. Un jour, au cours d'un violent orage, accompagné d'un séisme, le sol se fendit et il se forma une ouverture béante près de l'endroit où il faisait paître son troupeau. Plein d'étonnement, il y descendit, et entre autres merveilles que la fable énumère, il vit un cheval d'airain creux percé de petites portes. C'est peut-être un vaisseau spatial.
S'étant penché vers l'intérieur, il y aperçut un cadavre de taille plus grande, on se croirait dans Alien, semblait-il que celle d'un homme, et qui avait à la main un anneau d'or dont il s'empara. Puis il partit sans prendre autre chose. Or, à l'assemblée habituelle des bergers qui se tenaient chaque mois pour informer le roi de l'état de ses troupeaux, il se rendit portant au doigt cet anneau. Ayant pris place au milieu des autres, il tourna par hasard le chaton, c'est-à-dire l'extérieur de la bague, vers l'intérieur de sa main. Aussitôt, il devient invisible à ses voisins qui parlèrent de lui comme s'il était parti. Étonné, il mania de nouveau la bague en tâtonnant, tourna le chaton en dehors et ce faisant redevint invisible. S'étant rendu compte de cela, il répéta l'expérience pour voir si l'anneau avait bien ce pouvoir. Le même prodige se reproduisit. En tournant le chaton en dedans, il devenait invisible, en dehors visible. Dès qu'il fut sûr de son fait, il fit en sorte d'être au nombre des messagers qui se rendaient auprès du roi. Arrivé au palais, il séduisit la reine, complota avec elle la mort du roi, le tua et obtint ainsi le pouvoir. Ça n'a pas traîné. Si donc il existait deux anneaux de cette sorte, et que le juste reçut l'un, l'injuste l'autre, aucun, pense-t-on, ne serait de nature assez vertueuse pour persévérer dans la justice, et pour avoir le courage de ne pas toucher au bien d'autrui, alors qu'il pourrait prendre sans crainte ce qu'il voudrait sur l'agora. L'agora, c'est la place du marché. S'introduire dans les maisons pour s'unir à qui lui plairait, tuer les uns, briser les fers des autres et faire tout à son gré, devenu l'égal d'un dieu parmi les hommes. En agissant ainsi, rien ne le distinguerait du méchant, ils tendraient tous les deux vers le même but, et l'on inciterait cela, et l'on citerait cela comme une grande preuve que personne n'est juste volontairement, mais par contrainte. La justice n'étant pas un bien individuel, puisque celui qui se croit capable de commettre l'injustice la commet. Tout homme, en effet, pense que l'injustice est individuellement plus profitable que la justice. Voilà. Écoutez, j'en reste là. Est-ce que je vous vois la semaine prochaine? D'accord, on change de groupe la semaine prochaine. Ok, je croyais que c'était semaine A, semaine B, semaine B. Ok, je comprends effectivement. Alors, vous direz à vos camarades de regarder cette vidéo. Ce sera posté demain après-midi, donc mercredi 18 janvier. 18 janvier, 18 novembre. Voilà, je vais mettre, dès que je poste la vidéo, en fait, ça sera sur Pronote.